fait, bon, en plus, dans le petit schéma que j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait un raccourci approximatif, mais parce qu'à un moment donné, quand on fait un schéma, c'est toujours pour une clé de compréhension et c'est toujours un raccourci. Et en fait, j'ai superposé deux choses, le changement d'air et les énergies des rayons. Et en fait, les énergies des rayons, en fait, il faut voir ça comme un grand tuyau d'orgue, en fait, qui arrive sur la planète. Il y a plein d'énergies différentes qui arrivent. Et il y a donc il y a 7 tuyaux d'orgue qui donnent les énergies des 7 rayons. Actuellement, ils ne sont pas tous actifs. Par exemple, le tuyau d'orgue du premier rayon il est complètement bouché pour l'instant. Il n'y a que 5 tuyaux d'orgue en activité. Et donc, actuellement, le tuyau d'orgue qui représente le 6e rayon est en train de se fermer. Et celui qui représente le 7e rayon est en train de s'ouvrir. Et donc, par contre, l'air, le changement d'air, il se trouve que, effectivement, dans le temps, on est en train de changer d'air cosmique parce que lunaire, c'est quoi? C'est l'alignement de notre Soleil par rapport aux autres constellations dans la Voie lactée et en dehors de la Voie lactée. Et donc, le fait que l'on change de l'ère du Poisson vers l'ère du Verseau, c'est-à-dire qu'on est en train de changer d'alignement par rapport à la constellation des Poissons et en train d'arriver dans l'alignement de l'ère des Verseaux. Et il se trouve que ça se superpose dans le temps, c'est pour ça que j'ai fait un raccourci tout à l'heure, mais que le schéma il était pour vous montrer la notion de biseau. Et en fait, actuellement, il y a vraiment un biseau qui se fait entre pour le changement d'air et pour le changement de rayon. Il faut plutôt voir ça comme l'énergie majeure, donc pour le fait qu'il y a eu une concomitance entre l'énergie des Poissons et le 6e rayon, c'est parce que l'horloge cosmique de notre Soleil a été réglée comme ça. Mais peut-être que dans d'autres soleils, c'est autrement et que de toute façon, ça va être autrement dans quelques millions d'années ou milliers d'années. Parce que les cycles n'ont pas la même longueur et que régulièrement, ce qui fait que l'instant présent, il est unique, qu'il ne se reproduira jamais, c'est justement la combinaison des différentes énergies qui est unique en permanence. Parce que la créativité est sans limite et que si vous regardez les flocons de neige au microscope électronique, il n'y en a jamais 2 pareils. Pourtant, il y a des milliards de flocons de neige qui sont créés en permanence. Il n'y en a pas 2 exactement pareils. Et ça, ça montre la créativité sans limite du cosmos. Et donc, pour les civilisations, c'est pareil. Et ces énergies qui construisent les civilisations, les combinaisons sont en permanence différentes. Alors, la voix des peuples, c'est quoi la voix des peuples? C'est effectivement, par rapport à ce qu'ont dit Marie-Agnès et Dominique tout à l'heure, c'est que les peuples qui ont eu de l'éducation, puisque ça c'est relativement récent que les peuples aient accès à l'éducation en masse, jusqu'à maintenant, la culture, enfin jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la culture et le savoir et la connaissance étaient réservés à une élite. Et donc, elle était réservée à une élite ou spirituelle ou une élite de dirigeants, puisque on a vu que la notion de pouvoir, elle était partagée par ces 2 départements, en quelque sorte, de la civilisation, que l'on appelle la religion et la politique, le pouvoir en politique et la gouvernance. Et donc, la voix des peuples, c'est un renversement. Effectivement, les peuples qui ont accès à l'éducation demandent la reconnaissance et demandent leur participation à la vie économique de la cité et à leur propre développement. Et ça, jusqu'à maintenant, les masses n'avaient pas accès à la gouvernance de leur propre développement. C'est-à-dire que la direction, en fait, quand un pays faisait la guerre, par exemple, à un autre pays,
qu'est-ce qui déclenchait cet événement, qui était un événement éminemment politique? C'était quelques personnes, quelques dirigeants. C'est très rarement les peuples qui décident spontanément de faire la guerre. C'est parce que quelques dirigeants ont décidé et les peuples suivent les dirigeants. Et donc ça, c'est terminé. Dans l'ère qui vient, l'accent est marqué sur le développement de la conscience et de la conscience de groupe. C'est-à-dire que l'être humain est amené à coopérer en groupe. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le mode de développement des humains, c'était il y a une masse qui n'a pas accès beaucoup à l'éducation, qui n'a pas accès à la connaissance, ou très très peu, et puis quelques personnes qui ont accès à la connaissance et qui tirent vers elles les quelques humains qui sont capables, à leurs yeux, aux yeux de ceux qui ont la connaissance, il y a quelques humains qui sont sélectionnés pour avoir accès à cette connaissance. Et ça donne des choses éminemment individuelles. Par exemple, si je prends un exemple dans le milieu musical, j'ai mis du scientifique de formation dans ma description, mais j'ai sur une musicienne, une ancienne musicienne aussi, le soliste, par exemple, c'est éminemment la représentation de l'air du poisson. Et le chanteur qui chante tout seul sa chanson, c'est la représentation de l'air du poisson. Et on voit bien que l'arrivée de l'air du Verseau, c'est quoi? C'est des petits groupes. Les gens fonctionnent en groupe maintenant. Ce sont des groupes, les gens commencent à s'associer, 2, 3, 4, et à plus. Et en fait, le changement de la bascule du mode de fonctionnement individualiste au mode de fonctionnement collectif, il est amorcé par ce changement d'air qui met la pression sur le collectif. Et par exemple, en informatique, je travaillais en informatique, c'est impossible de construire un logiciel tout seul. C'est forcément le résultat de la coopération de plusieurs personnes. Et la voix des peuples, d'un autre point de vue, je voudrais rapprocher ça aussi d'une notion un petit peu ésotérique. J'ai entendu parler tout à l'heure le terme de sauveur aussi, de sauver. Et donc ça a été une grande interrogation au début à partir du moment où j'ai commencé à lire les enseignements de Bellès, je me suis dit mais c'est quoi la notion de sauveur? Je ne comprenais pas. Et en fait, j'ai fini par comprendre que ce qu'on appelle un sauveur, c'est, dans un langage ésotérique, c'est juste quelqu'un, donc en l'occurrence un maître, qui est capable de garder sa lampe allumée en toutes circonstances. C'est-à-dire que même dans le noir le plus complet, cet être la lampe de cet être est capable de rester allumée. Et donc, la notion dans les religions de Christ, Sauveur, etc., c'est que cet être qui est avec nous sur cette planète, il est relié aux énergies cosmiques en permanence, malgré l'écran d'empêchement qui est mis par l'humanité. Parce que l'humanité, actuellement, on est très très individualiste, on a développé un brouillard, un peu comme un groupe d'adolescents qui fait ses expériences, et le fait de faire ces expériences et d'être éminemment individualiste fait qu'on a créé autour de la planète un espèce de brouillard émotionnel qui fait qu'on n'est plus du tout sensible à certaines énergies cosmiques qui n'arrivent pas à passer. D'où l'importance de la méditation, etc., parce que c'est l'ouverture des canaux qui nous permettent de nous remettre en contact avec les énergies cosmiques. Et donc actuellement, ces canaux sont majoritairement encore bien bouchés. Et donc, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Il y a quelque chose qui m'échappe là. Je suis partie sur un truc et j'ai ouvert 2 parenthèses et hop, ça y est. Enfin voilà, donc la voix des peuples, ah oui, la notion de sauveur dans les enseignements d'Alice Bailey. En fait, c'est très bien décrit dans les enseignements que
sauvetage de l'humanité par le roi a échoué, par le prêtre il a échoué aussi, et que en fait le sauvetage viendra de l'humanité elle-même. Donc quand on dit ça, on se dit oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, ce que j'en ai compris, c'est que les guides qui étaient les rois en fait, anciennement, auraient dû guider les peuples. Ça n'a pas marché. Ils auraient dû guider les peuples vers l'éducation, l'autonomie, le développement de la conscience. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que une partie de la population est égoïste et a voulu garder la connaissance pour elle. Pour les religions, c'était la même chose. Les religions, elles avaient toutes pour vocation, je vous dire Mabel Collins ou des choses comme ça, elles avaient toutes pour vocation de guérir et de démontrer que, d'expliquer à l'humanité qu'elle est immortelle et que l'âme est immortelle. Faire l'expérience de l'immortalité de l'âme. Et en fait, elles ont toutes échoué. Toutes les religions ont échoué sur leur mission. Parce qu'elles se sont emparées du pouvoir. Et donc, le sauvetage, c'est-à-dire s'écarter du précipice, parce qu'en fait, plus on est coupé des énergies, et plus on est vulnérable, et plus on s'autodétruit, en fait. Et donc, cette coupure cosmique, en fait, c'est on va renverser la vapeur par la demande du peuple. C'est-à-dire que le pouvoir, il est où? Là, il est sur la masse. Et donc, ce que j'entends, moi, par la voix des peuples, les peuples qui se réveillent et qui demandent politiquement, par exemple, la reconnaissance et le juste partage des richesses et la juste gouvernance, en fait, c'est la période, ça correspond à cette période où l'humanité se réveille parce qu'elle a l'éducation, et puis parce que cosmiquement, il avait été dit, en fait, il avait été prévu que, en fait, puisque les deux premières guidances ont échoué, en fait, la troisième va marcher parce que c'est l'homme lui-même, c'est-à-dire la partie éminemment spirituelle de l'humanité qui est en train de se réveiller. Et peut-être une dernière chose. Non, vas-y Franck, je te laisse la parole, et puis je voulais dire quelque chose, mais je le dirai après. Comme tu veux. La voix des peuples. Pour moi, un peuple, ça commence lorsque les individus se prennent chacun en charge. Et tant que ce n'est pas le cas, c'est pas un peuple. Et c'est ça qui fait peur aux manipulateurs, c'est ce qui fait peur à ceux qui voudraient que nous soyons simplement une masse facile à manipuler. J'aurais tendance à revenir au symbole de base du Verseau et des poissons. Les poissons, c'est la fusion, mais c'est aussi la confusion. Il ne faut pas croire que parce qu'on va être dans le Verseau, on va être moins dans l'unité que lorsqu'on était dans le signe des poissons, dans l'ère des poissons. Les poissons, c'est une fusion, c'est une confusion, un peu comme, vous savez, les bancs de poissons, ils sont des milliers, et puis ils vont tous dans un sens, et puis après ils vont tous dans l'autre, puis, etc. On a l'impression que c'est un nuage, que c'est une seule âme, et quelque part c'est vrai, c'est une seule âme, et ça ne veut pas, absolument pas dire que c'est l'unité. L'unité, elle commence quand chacun est vraiment individualisé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on passe par l'étape humaine avant de se spiritualiser. Il y a des gens qui disent « Ah oui, mais les animaux, les plantes sont beaucoup plus dans l'amour que les êtres humains ». Pas du tout. L'amour commence à partir du moment où on est séparé, vraiment. Tant qu'on est dans une fusion où on ne se distingue pas vraiment de l'autre, c'est une forme d'amour qui n'a pas encore de valeur. L'amour commence à avoir une vraie valeur lorsqu'on est capable de faire le mal. L'homme, parce qu'il est séparé, parce qu'il a un ego, etc., auquel il est attaché au départ, lorsqu'il fait un acte d'amour, ça a une valeur. Parce qu'il est capable de faire le mal, il est capable de détruire sa planète, il est capable de torturer les animaux, il est capable de faire un tas de choses comme ça.
Donc à partir de là, on peut dire que, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs en alchimie que l'homme est un médiateur, c'est un stade intermédiaire dans l'évolution. Jusqu'à l'homme, l'évolution se fait vers l'extérieur, et puis à partir de l'homme, elle se fait vers l'intérieur, elle commence à se faire vers l'intérieur. Et c'est particulièrement évident dans le passage des poissons au Verseau. Les civilisations poissons, c'est des civilisations de masse, c'est-à-dire, comme tu disais, bon, il y a un groupe, et ce groupe est guidé par une personne qui, elle, s'attribue le pouvoir, ou a le pouvoir pour une autre, à qui on donne le pouvoir. Et lorsqu'on arrive dans le signe du Verseau, c'est fini. Les individus revendiquent. Les individus considèrent qu'ils sont eux-mêmes, chacun, créateurs de leur univers. C'est la grosse différence. Le signe de Verseau, c'est un signe où on se considère comme créateur de son univers. Et c'est nouveau. Dans le signe de Poisson, on se considère comme subissant son univers. C'est une différence fondamentale. À partir du moment où les gens considèrent qu'ils créent leur univers, ils ont envie de prendre des responsabilités. Alors évidemment, au début, ça crée des problèmes, parce que c'est encore balbutiant, et ça crée des conflits entre les uns et les autres qui ont des façons différentes de créer leur univers, qui veulent créer des univers différents, ça fait beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Mais petit à petit, le Verseau, c'est aussi le symbole de la fraternité, et c'est aussi le symbole du discernement, et c'est aussi le symbole de la connaissance, tout simplement, de la compréhension rationnelle, absolument. C'est pour ça que c'est un signe extrêmement yang, alors que les poissons, c'est un signe extrêmement yin. Et donc on pourrait s'étonner que les poissons qui sont un signe yin, c'est le patriarcat, alors que le Verseau qui est très yang, c'est le matriarcat. Mais c'est intéressant de voir la complémentarité à ce niveau-là, ça n'est pas vide de sens. Et donc, au niveau du Verseau, on commence vraiment à se dire, on va se prendre en main. Et au-dessus plutôt de l'aspiration à s'individualiser, à devenir soi-même et être responsable de son destin personnellement, se trouve ce vers quoi on va tous, qui est effectivement l'unité, mais une unité voulue, une unité décidée par chacun. C'est-à-dire qu'il faut un ego pour qu'à chaque instant, dans une communauté, dans un éco-village, etc., on puisse faire abstraction de son ego. Tant qu'on n'a pas un ego fort, un ego qui s'oppose aux autres, ça n'a pas de sens de vivre en communauté. La communauté commence et c'est le cas d'ailleurs dans les communautés religieuses, dans les Cathares, etc., les Esséniens, qui étaient en avance sur leur temps, sans aucun doute, chacun avait une individualité très marquée, une responsabilité très marquée. Néanmoins, ils avaient décidé en conscience de mettre leur ego et leur séparation, leur distinction de côté, au profit d'une nécessité commune, d'une mission commune et d'un désir commun de mettre en avant, de faire jaillir ce qui leur est commun à tous, c'est-à-dire l'être profond en nous qui est unique. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y a pas plusieurs consciences. Il y a une conscience qui vit en même temps des destins différents, des univers différents. Donc le Verseau, il prend conscience de ça, et très vite, il passe de l'affirmation de son ego à la fraternité et la compréhension que l'autre aussi, il faut le respecter en tant que volonté de créer son univers, et ainsi de suite. Ces sentiments-là apparaissent très vite et représentent fortement le signe du Verseau. Et il s'ensuit de ça que les gens prennent des responsabilités et sont capables de s'associer. L'association aussi, c'est un symbole Verseau en astrologie. Cela est la nouveauté aussi, le fait d'inventer, le fait de créer du nouveau. Donc il y a toujours cette aspiration, et il y a cette aspiration aujourd'hui, particulièrement dans les peuples, c'est de créer du nouveau, de créer une nouvelle civilisation, de créer une nouvelle forme d'économie, et de ne plus accepter d'être simplement une masse qui est manipulée par quelqu'un qui
décide pour lui-même, etc. Alors, le résultat de ça, c'est, on en parlait tout à l'heure de la fin du capitalisme, etc. Le capitalisme, c'est effectivement une forme où les égos sont tous mis en avant, chacun tire la couverture à lui, c'est un jeu à somme nulle, ce que l'un gagne, l'autre le perd, etc. C'est l'horreur. Et lorsque on commence à prendre conscience de sa responsabilité personnelle et collective, et qu'on a vraiment une aspiration à cette fraternité, à retrouver ce qui est commun en nous, etc., qu'on a pu observer de façon tout à fait significative dans le mouvement des Gilets jaunes. Si vous avez remarqué un peu, une des choses qui ont fait que les Gilets jaunes ont été si attachés à ce mouvement et ont continué très longtemps à le manifester, c'est justement que sur les ronds-points ou ailleurs, ou dans d'autres circonstances, ils s'apercevaient que leur aspiration à chacun était commune, mais surtout, ils arrivaient à créer une unité entre eux. Ils s'apercevaient qu'ils avaient une unité, qu'ils avaient une fusion qui était voulue, qui était volontaire, qui voulait dire quelque chose, une forme d'amour et de fraternité qu'ils ne trouvaient pas ailleurs, et qu'ils ne trouvaient surtout pas dans l'ancienne économie, où chacun tire la couverture à lui et chacun essaie de défendre ses intérêts pour son compte, etc., sans se préoccuper de l'autre. Là, ils se sont dit, tiens, subitement, j'ai une famille. Et beaucoup de gens avaient l'impression d'être seuls, très seuls dans la société, puis d'un seul coup, ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas du tout seuls. Et cela n'est pas du tout contradictoire avec le fait d'être individualisé. Au contraire, ce n'est qu'une fois qu'on est vraiment individualisé que cela devient possible. Et c'est ce qui fait très peur au gouvernement, évidemment, parce que lorsque on est à la fois déterminé sur la défense de ce qu'on est et déterminé à s'unir, à travailler ensemble, à coopérer, à créer une civilisation où chacun peut s'épanouir et non plus où il y en a un qui s'épanouit en exploitant les autres, et bien là ça devient dangereux, ça devient incontrôlable. À mon avis, ce n'est qu'un début, mais c'est très significatif et c'est pas tout à fait anodin que ça se passe en France. Ça se soit passé en France, mais c'est pas fini. De toute façon, ça va prendre d'autres formes certainement en France, puisque la France est depuis longtemps un pays qui est un pays avant-garde sur ce plan-là, et par rapport à l'ère du Verseau. Et c'est pour ça d'ailleurs que la France a toujours été, depuis longtemps, le pays le plus surveillé, le plus contraint par les sociétés secrètes, etc., pour empêcher justement ce jaillissement de nouveautés, de créativité, qui amènerait ce peuple à devenir un exemple pour les autres, pour son émancipation, pour l'émancipation des autres peuples, etc. Ça fait très très peur, et de toute façon c'est inévitable. Comme je disais tout à l'heure, on peut résister autant qu'on veut avec son ego, avec tout ça. De toute façon, tôt ou tard, on évolue, et les autres aussi évolueront de toute façon. Donc pour moi, le lien entre la voix des peuples qui se réveille et l'ère du Verseau, elle est claire comme de l'eau de roche, elle est inévitable, et ce n'est que le commencement. Est-ce que je te passe la parole ou est-ce qu'on continue? Je veux bien, parce que j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Ah bah parfait. Donc en fait, je voulais vous parler des cycles, je voulais revenir sur la notion de cycle parce que c'est très important. C'est tous ces cycles qui s'entremêlent, c'est ça qui fait le tissu cosmique et qui fait que l'instant présent est unique parce qu'il est le résultat à un moment donné des interactions des différentes influences. C'est ce qui fait que vous êtes unique parce que la combinaison des rayons qui constituent vos corps et votre niveau d'évolution et le fait que ce soit vous qui portiez ces habits qui sont colorés par les différents rayons, c'est une combinaison unique dans le temps et qui ne se reproduira jamais. Parce que, en fait, tout à l'heure, on a dit qu'un être humain portait une couleur. En fait, il en porte plusieurs, parce que l'âme porte une couleur, mais la personnalité en porte une autre, et le corps physique en porte une autre, et le corps émotionnel encore une autre, et le corps mental encore une autre. Quelquefois, ça peut être harmonieux, quelquefois, ça peut être un petit peu plus difficile à harmoniser,
Mais en attendant, chaque être humain est une combinaison de différentes influences. Et puis si on rajoute toutes ces influences des rayons qui sont en activité à un moment donné, qui créent les civilisations, les rayons qui viennent des constellations avec lesquelles on est aligné, ou par les rayons des pays dont Marie-Agnès vous a parlé tout à l'heure, en fait, ça donne des choses qui sont uniques. Et donc, la notion de cycle, je voulais revenir dessus aussi parce que tout à l'heure, je vous ai parlé du Big Bang et je sais qu'il y a eu des réactions en disant le Big Bang, ça n'existe pas. En fait, il faut le voir dans la notion de cycle, c'est-à-dire que le Big Bang, ce n'était pas le début de la création, c'était juste le souffle cosmique qui a recommencé, parce que c'est diastole-systole. Les scientifiques sont encore en train de se demander, pour certains, si l'univers qui est en expansion, et dont on a la preuve qu'il est en expansion... Non, on n'a pas du tout la preuve qu'il est en expansion, au contraire. Excuse-moi. Et en fait, est-ce qu'il va se rétracter un jour? Ben oui, parce que c'est la respiration de l'être dont on est une cellule, et que c'est en permanence diastole-systole. Ce qu'on appelle le Big Bang, c'est juste le début de la dernière respiration. Et l'enseignement dont je voulais vous dire deux mots, qui explique très bien cette notion-là, c'est un enseignement qui s'appelle les conversations avec Dieu, qui est relativement récent, qui a été donné aux États-Unis. Et donc, voilà. Et donc, le premier tome de cet enseignement décrit très bien la notion de cycle. Et donc, voilà, juste une information comme ça en passant, pour ceux que ça intéresse et qui auraient envie d'aller voir dedans. Parce que c'est encore une couleur différente, c'est quelque chose qui effectivement a été donné aux États-Unis, parce que ça doit correspondre à la couleur des États-Unis et pas tellement à la nôtre, donc peut-être qu'en France ça ne va pas correspondre au niveau de la couleur, mais c'est très intéressant aussi d'aller se colter à des choses qui sont différentes de nous. Voilà. Donc oui. Pardon. Vas-y. Non, je dis cette notion, il faut quand même pas... Tout ce qui est dit dans le Big Bang n'est pas totalement absurde, hein. C'est pas non plus ce que je veux dire. Simplement, la physique, puisqu'elle fonde sa connaissance sur la matière, au lieu de la fonder sur l'esprit, elle voit les choses à l'envers. Donc elle voit les choses à l'envers, elle croit qu'il y a une explosion de matière à l'extérieur d'un point zéro, alors que c'est l'inverse. C'est une implosion d'amour à l'intérieur de ce point zéro. Et si on le voit comme ça, c'est pas du tout une expansion de l'univers, mais c'est une expansion de la conscience qui, parce qu'elle attribue toujours sa réalité au monde extérieur, va s'imaginer que l'univers bouge. En réalité, l'expansion de l'univers, elle a été imaginée à partir de Hubble, et lorsque on a... Parce qu'on voyait le rejoiement du spectre visuel des étoiles lointaines, on disait tiens, ou de certaines galaxies qui n'étaient que des vagues nébuleuses à l'époque, on voyait un peu que le spectre était décalé vers le jaune rouge lorsque ces galaxies étaient lointaines, et que plus elles étaient lointaines, apparemment, plus elles étaient décalées vers le rouge. Et on s'est dit donc il y a un éloignement, parce qu'on interprétait ça en termes d'effet Doppler. L'effet Doppler, où un son, une onde, quand elle se rapproche, elle se concentre, donc elle est de plus en plus aiguë, et puis quand elle s'éloigne, elle devient plus grave. Je dis, bon, par analogie, ça peut... Mais même Hubble, qui est à l'origine de ça, disait lui-même que non, c'est pas possible, l'effet Doppler ne peut pas être utilisé pour ça. Enfin bref, c'est un détail. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait même pas de quoi on parle quand on parle de l'expansion. Au début, c'était l'expansion des étoiles. Après, ça a été l'expansion des galaxies. Après, ça a été l'expansion des amas de galaxies. Et la prochaine fois, ce sera encore l'expansion des amas de galaxies. Parce que plus on observe l'univers, plus on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'expansion. Il n'y a pas d'expansion dans les étoiles, il n'y a pas d'expansion dans les galaxies. Et bientôt, on s'apercevra qu'il n'y a pas non plus d'expansion dans les amas de galaxies. Pas plus qu'il n'y a d'expansion dans notre corps, puisque notre corps fonctionne évidemment avec le même espace, le même principe, soi-disant originaire du Big Bang, il devrait être aussi en expansion, à part après les réveillons, etc.
C'est rare qu'il soit en expansion. Bref, c'est pas ça la question, c'est pas notre sujet. Mais ça me fait plaisir de dire 3 mots, et c'est juste pour l'illustration de ça. Pour revenir à notre sujet, le Verseau, c'est une autre dimension qui est extrêmement importante aujourd'hui, c'est la révélation, l'ère des révélations. On est dans une ère des révélations, et parce que c'est d'ailleurs l'ère de la découverte, c'est-à-dire des flashs de conscience. Ça y est, j'ai compris, comme ça, c'est magique. Et cette ère de révélation, elle se manifeste énormément aujourd'hui de façon accélérée. Et on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure dans une conférence, je crois. Et ces révélations, elles dérangent évidemment considérablement ceux qui voudraient que les peuples restent soumis à quelques technocrates, à une oligarchie, etc. Parce que, vous l'avez remarqué, les révélations, elles se font de plus en plus. On va parler avec les affaires de viol, etc. Mais c'est vrai pour tout, hein, dans la finance, dans la politique, dans les... il n'y a plus de magouille qui ne va pas apparaître au grand jour. Hein. Les histoires médicales, les histoires de médicaments, tout ça va être mis à la surface. Et on nous le disait d'ailleurs dans le Nouveau Testament, tout sera crié sur les toits, même ce qui était caché sous le boisseau. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et cela accentue les choses. Cette accélération de la révélation accentue la revendication des peuples et des individus qui se disent parce qu'au fond de nous-mêmes, il y a cette flamme qui est notre réalité spirituelle, qui est notre conscience, qui de toute façon est un but, c'est une nécessité, c'est un besoin absolu d'aller vers l'infini, et ce besoin d'aller vers l'infini, il est plus fort que tout. Chaque fois de toute façon, il tire toujours en avant pour qu'on devienne soi-même, pour qu'on se réalise. Donc, chaque fois qu'il y a une occasion ou un élément comme ça, à cause de cette élévation vibratoire, qui met en évidence des choses qui ne sont plus supportables, qui ne sont plus acceptables, etc., ça facilite encore le désir de chacun de se prendre en main et de prendre des responsabilités et de prendre le pouvoir. Et une civilisation du Verseau, c'est la civilisation de la 5e dimension d'ailleurs, je vais finir avec ça, c'est effectivement une civilisation où chacun est totalement le responsable de sa société. Il est totalement responsable de sa communauté, il est totalement responsable de tout, parce qu'il y a une acceptation mutuelle de ne pas mettre son ego en avant, de ne pas prendre le pouvoir, de ne pas chercher à avoir raison, mais de travailler pour ce qui nous est commun. Ce qui nous est commun, c'est-à-dire notre réalisation spirituelle. Et donc, c'est de là que se manifeste vraiment un amour entre les individus d'une communauté. Et l'ère du Verseau, c'est l'ère des communautés. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Pendant longtemps, très longtemps, il y aura 2 civilisations. L'ancienne civilisation, qui sera toujours concentrationnaire, qui sera toujours dictatoriale, et des minorités qui vivront en éco-village ou en communauté et qui, eux, essayeront de manifester cet amour entre eux, cette fraternité, et qui seront évidemment persécutés un maximum par l'autre monde. Et s'ils arrivent à résister petit à petit, ils feront comme les mammifères à l'époque des dinosaures. Les dinosaures finiront par disparaître et les mammifères commenceront à être majoritaires sur la planète. C'est pas pour tout de suite, mais ça se fait et il ne faut pas que ça nous décourage. Il faut qu'on soit sûr néanmoins d'accepter de créer ces communautés, de créer ces groupes. D'ailleurs, c'en est un ici. De toute évidence, il y a une communauté de pensée, etc., qui correspond tout à fait au fait que chacun, néanmoins, est à la recherche de son épanouissement personnel, de sa réalisation, etc., et se considère comme parfaitement distinct des autres. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc pour moi, c'est un exemple une graine, disons, un ferment par rapport à la réalisation de notre civilisation, qui sera vraiment une civilisation de fraternité. La fraternité, c'est le Verseau, n'est-ce pas? Non, je voulais juste te dire un dernier petit truc, parce que tu as parlé des dinosaures. Donc, peut-être les scientifiques disent que les dinosaures sont disparus parce qu'il y a eu une comète ou machin. En fait, les dinosaures étaient portés par l'énergie de premier rayon.
Et parce que les animaux sont aussi colorés par les énergies des rayons. Et donc, ils ont disparu tout simplement quand ils n'ont plus été portés par l'énergie cosmique parce que le premier rayon s'était retiré. Oui, oui, tu as tout à fait Voilà. raison, bien sûr. Oui, l'histoire de comète, tout ça, c'est absurde. Oui. Les dinosaures, le règne animal. Non, mais j'ai beaucoup de tendresse pour les dinosaures. t'inquiète pas. Peut-être. C'est un basculement. Le basculement est aussi en train de se faire, ils ne pourront pas y résister. Même les dinosaures étaient utiles dans leur temps. Oui, ils correspondaient en fait à l'époque, puisqu'ils étaient représentatifs de l'énergie de l'époque. Et aujourd'hui aussi, puisque les dinosaures qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce à eux que nous pouvons prendre notre pouvoir. Ils ont changé de forme. Bien, on va passer à... Attends, j'avais une deuxième idée derrière, parce que tu as parlé aussi des groupes au niveau politique, et donc j'ai découvert très récemment, parce que mon père était espagnol, et j'ai découvert très, très récemment, parce qu'il m'en a jamais parlé de son vivant, et je me suis penchée il n'y a pas longtemps sur l'histoire familiale, et j'ai découvert que mon père était au parti anarchiste à Barcelone pendant la guerre. Et que en fait l'anarchisme, on a déformé, dévoyé ce mot parce que ça fait peur effectivement au gouvernement en place et aux gens qui veulent garder le pouvoir, mais que derrière les idées des groupes anarchistes, et en particulier au moment de la guerre d'Espagne, il y a eu vraiment la mise en place de la responsabilité individuelle maximum et collective, et que c'était vraiment une autogestion. Voilà. Tout à fait. J'ai beaucoup de tendresse. À une époque, je travaillais à l'université à Lorient et on faisait beaucoup de choses avec les étudiants. Et je peux dire que il y avait pas mal d'études anarchistes, n'est-ce pas, comme il y en a dans toutes les universités. Et les relations entre eux étaient absolument merveilleuses. Et par rapport aux animaux, par rapport à tout ça, par rapport à l'écologie. J'étais stupéfait de voir à quel point on mentait sur ce que ça pouvait être que l'anarchie quand on les voyait. C'était exactement le contraire. Oui. Et donc, les gens qui décrédibilisent aussi, qui essayent de décrédibiliser les religions, ont traité Jésus d'anarchiste. Disons que c'était le premier anarchiste, mais oui, mais parce que, effectivement, lui, il avait effectivement une notion d'inclusion de l'être humain par le cœur dans un groupe. Voilà. C'est l'anarchie, le mouvement anarchiste l'a vraiment mis en pratique. Et c'est le début de l'ère du Verseau, en fait. Voilà, c'est le petit bouillonnement du début de l'ère du Verseau. C'est vrai, c'est pas facile pour les précurseurs. Leur tour, on va passer aux questions-réponses. Si vous avez une petite intervention. Oui. Merci. Je veux bien intervenir sur la question de la voix du peuple, parce que j'ai retrouvé une citation que j'avais déjà écrite, donc je l'ai retrouvée facilement. Une citation La citation, elle est du maître Doualcoul, tirée de l'enseignement d'Alice Bellet. Il avance en 1949 que la vie et la volonté émanant de la pensée de Dieu se font sentir par la voix des masses de tous les peuples du monde. Donc ça, c'est un premier point très important. Et il ajoute que pour la première fois, la voix du peuple est déterminée par la volonté de Dieu. Donc ça, je trouve ça... Dans la voix des peuples, il y a une notion de pouvoir. Oui, complètement. C'est ça qui est très important, ça se rejoint dans le pouvoir divin qui vient au travers des peuples. Voilà. Effectivement, moi, ce que je comprends de cela, c'est que compte tenu de la puissance de la vie, compte tenu de la puissance du Dieu, d'un Dieu, son énergie est tellement puissante, la volonté de Dieu est tellement puissante, qu'en fait, elle a besoin d'un grand récepteur, et ce grand récepteur, ce sont tous les peuples. Hein, c'est la voix des masses, alors bien sûr, c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est la voix, on pourrait dire, de la société civile, hein, globalement. Hein. Et donc, elle a besoin de ce grand récepteur, donc ça, c'est un premier point, hein, c'est-à-dire que c'est, en fait, le peuple qui peut manifester, qui peut être sensible à la volonté de Dieu. Et le deuxième point, c'est qu'en 1949, donc après les guerres mondiales, il dit, pour la première fois,
la voix du peuple est déterminée par la volonté de Dieu. Bien sûr, parce que la voix du peuple n'est pas toujours déterminée par la volonté de Dieu, ça dépend de l'évolution de conscience de l'humanité. Et donc ce qui veut dire que là, la conscience de l'humanité est suffisamment avancée pour pouvoir faire surgir, pour pouvoir dire quelque chose de l'ordre de la volonté de Dieu. Et bien sûr, ça fait ensuite le distinguo entre la voix du peuple, on pourrait dire la voix du peuple qui est forte et déterminée et qui grandit comme cela, en opposition à des mouvements, on pourrait dire, qui seraient purement émotionnels, qui sont l'opinion publique qui est très fluctuante, qui tantôt est d'un côté, qui ensuite brûle ce qu'elle vient d'adorer, etc. Ça, c'est la conscience émotionnelle. Hein, ça, c'est vraiment la conscience émotionnelle. Donc ça veut dire que là, pour la première fois, on est passé, l'humanité est en train de devenir sensible à un autre niveau qu'émotionnel pour pouvoir accueillir et dire quelque chose et pouvoir renvoyer quelque chose de l'ordre de la volonté de Dieu. Et c'est ça la richesse du mental, c'est que le mental, il est vraiment une frontière entre l'émotionnel et le supramental, et que son choix, c'est de choisir s'il se rend dépendant de l'émotionnel, c'est-à-dire de ses mémoires, etc., animal en quelque sorte, et c'est le côté reptilien qui l'emporte, ou au contraire, qu'il se tourne vers le but, vers la réalisation de l'unité, et dans ce cas-là, l'ego s'efface, et on est dans le divin, tout simplement. C'est toujours un choix à faire, et le mental doit en permanence, à chaque instant, faire ce choix. Il faut l'aider à faire ce choix, c'est ce qu'on essaie de faire. Ça me fait penser à une expérience qui a été faite aux États-Unis et mesurée très scientifiquement il n'y a pas tellement longtemps, et qui a été passée sous silence évidemment parce que ça ne plaît pas à tout le monde. C'est qu'il a été mesuré que les décisions prises par des individus seuls étaient moins intelligentes et moins adaptées aux besoins du moment que les décisions prises en groupe. Voilà. Et ça, c'est extrêmement intéressant, ce genre de mesure, parce que effectivement, on a quand même dans l'inconscient collectif encore la peur de la foule, la peur du groupe. Et ça, c'est savamment entretenu par les gens qui ont le pouvoir. Oui, la peur du groupe ne tient que tant qu'il y a attachement à l'ego. Quand il n'y a plus d'attachement à l'ego, il n'y a plus aucune peur du groupe et la communauté commence à vivre. Votre intervention? Bien, je crois qu'on a terminé pour ce sujet-là. Non, je pouvais rajouter, oui. Ouais, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, mais d'où l'importance, je pense, de revenir justement, de ne pas... parce que beaucoup, je voyais des courants qui étaient là, non, on oublie l'émotion, on oublie tout ça, mais en fait, je pense que la clé, c'est justement d'aller voir son émotion, d'accueillir vraiment son émotion, et que dans ces groupes, moi, parce que j'ai pu en côtoyer plus d'un, le problème en fait principal, c'est qu'ils n'accueillaient pas leurs émotions et qu'ils ne se permettaient pas en fait en groupe d'accueillir chacun leurs émotions. Aujourd'hui, c'est en pleine évolution. Aujourd'hui, il y a plusieurs outils, notamment dans des outils de l'intelligence collective, on va dire, ou de consensualité, qui est intéressant parce que c'est pas uniquement la majorité a raison, c'est on est tous d'accord d'aller à tel endroit. On est tous d'accord de prendre telle décision. Pour moi, c'est la voie, c'est aller vers une seule voie, en fait. C'est aller tendre vers une seule voie. Parce que notre but est commun à tous. Voilà. Notre but est commun à tous. Oui, mais c'est pas si facile de dire... Enfin, non, c'est le commun à tous. À la limite, on est tous... Quand on est en groupe, on est tous d'accord que voilà, le plus important, c'est de se respecter, machin. Mais c'est beaucoup plus compliqué et complexe quand on est vraiment dans cette réalité. Et c'est pour ça que moi je dis qu'heureusement qu'il y a quand même des outils aujourd'hui et que de plus en plus de groupes quand même utilisent ces outils de manière un peu, pas stricte, mais quand même avec cette vigilance de suivre vraiment à la lettre, parce qu'aujourd'hui on est des bébés à ce niveau-là quand même. Oui, c'est très difficile de mettre en évidence ce qui nous est commun, ça s'appelle l'amour, tout simplement. Et il ne s'agit pas évidemment de nier les émotions, c'est pas du tout ça le choix du mental. Le choix du mental, c'est pas de nier ses émotions au profit de quelque chose qui sera encore plus mental. C'est
l'acceptation, l'intégration, la reconnaissance, la gratitude par rapport à ses émotions passées, c'est-à-dire ne pas se soumettre à ces émotions. Quand on se soumet à ces émotions, on les subit. Et on les revit éternellement, on passe son temps à revivre les mêmes émotions. Non, c'est se réjouir infiniment de tout ce qu'on a vécu comme émotion, et stop, à partir de maintenant, je tourne mon regard vers autre chose. Et c'est là qu'est la libération. Tous les outils dont tu parles servent à ça. Alors dans les conversations avec Dieu, dans cet enseignement-là, il est introduit une autre notion, justement, pour faire la différence, qu'il appelle le sentiment. Et il dit que voilà, l'univers cherche à prendre contact avec l'être humain par nos sentiments les plus élevés, et que c'est là qu'on doit chercher, avant de pouvoir utiliser le mental abstrait, on doit passer, en fait, ça correspond dans Alice Bailey à la bouddhie. Et donc, notre sentiment le plus élevé, en fait, c'est là qu'est nichée la particule divine de l'être humain actuellement.